Les troubles sociaux continuent à agiter l'île de la Réunion. Des renforts de gendarmes ont été envoyés sur place pour faire face à une troisième nuit de violence et de pillage. Les habitants protestent contre le coût de la vie, avec en première ligne les jeunes touchés de plein fouet par le chômage. Des voitures calcinées partent à la casse. Au réveil, le quartier du Chaudron de Saint-Denis à La Réunion porte les marques des émeutes de la nuit. Un centre culturel dévasté, une bibliothèque ravagée. Ces femmes dénoncent le coût de la vie, mais condamnent les violences. Pour la vie chère, pour l'essence, c'est pour tout le monde pareil. Mais de là à casser, je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est vrai que les jeunes, peut-être qu'ils mélangent toutes, ils veulent du travail. La nuit dernière, des centaines d'émeutiers défient les forces de l'ordre. Une dizaine de commerces incendiés, un supermarché en flammes, les pompiers multiplient les interventions. Les jeunes crient leur révolte contre le prix des carburants et la vie trop chère. Le pack de yaourt à 5,50 €, on n'a pas l'argent, on est pauvres. Des troubles, symbole d'une grande souffrance sociale. 60% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Si on ne fait pas ça, ils ne vont pas nous entendre. Si on vient parler tranquillement, ils nous prennent pour des moins que rien. Mais on n'est pas des bons à rien, nous on veut travailler. Les débordements se propagent lors de cette deuxième nuit d'émeute. Après la capitale, le port et Saint-Benoît. Le maire de Saint-Denis réclame des mesures face à une situation explosive. Le coût de la vie à La Réunion est supérieur au coût de la vie en métropole. Or, les minima sociaux ont été calculés, évalués sur la base des prix métropolitains. C'est complètement inadapté. C'est-à-dire que les minima ne sont plus des minima quand ils arrivent à La Réunion. Ils ne permettent pas de survivre. Hier soir, 31 émeutiers ont été interpellés. Aujourd'hui, un escadron de gendarmerie de la métropole est arrivé en renfort à La Réunion. Le Sénégal, toujours sous tension à 3 jours de la présidentielle. Alors que les manifestations sont interdites dans le pays, les rassemblements de l'opposition se terminent souvent par des échauffourées avec les forces de l'ordre. De son côté, le président Wade ne doute toujours pas de sa légitimité à briguer un 3e mandat. On l'appelle Gorgui, le vieux en langue wolof. À 85 ans, il ne veut pas quitter le palais présidentiel, qu'il occupe depuis 12 ans. Alors il a modifié la Constitution pour briguer un 3e mandat. On dit la rue en colère contre lui, mais beaucoup de monde vient l'acclamer et toucher Viviane, son épouse française. Car Gorgui a le pouvoir et les moyens. Il aurait fait distribuer un petit billet, 3 € aux jeunes de la banlieue de Pikine. Des jeunes chômeurs venus acclamer les promesses d'un vieil homme qui a parfois du mal à articuler. À Pikine, beaucoup trouvent que Gorgui a bien travaillé. Au plan des infrastructures, par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'inondation dans cette zone. Il a radicalement transformé. Dakar a maintenant une autoroute. Et sur la corniche, on voit à la fois plus de voitures neuves et plus de talibés, les petits mendiants. Pour ce politologue, Wade a été à la fois un bâtisseur et un prédateur. Il a réussi à créer des monuments, des infrastructures gigantesques, du haut duquel parle son génie. Mais en même temps, son régime est caractérisé par une série ininterrompue de scandales politico-financiers. 20 millions d'euros pour un monument à la Renaissance africaine, au pays des coupures d'électricité. Mais en juin, c'est le tripatouillage de la Constitution qui a mis des citoyens dans la rue, avec les 12 autres candidats à la présidentielle qui exigent le retrait de Wade. Aux États-Unis, les 4 candidats à l'investiture républicaine à la Maison-Blanche se sont affrontés sur la chaîne CNN ce mercredi lors d'un débat télévisé et ils n'ont pas retenu leur coup à quelques jours de primaires cruciales dans le Michigan et l'Arizona. Le modéré Mitt Romney, en difficulté dans cette course à l'investiture, a concentré ses attaques contre le chrétien conservateur Rick Santorum. Au milieu, Ron Paul et Newt Gingrich, bien qu'en retrait dans les sondages, ne se sont pas laissés démonter. Des sondages qui donnent Mitt Romney vainqueur dimanche en Arizona et dans le Michigan contre Santorum, mais d'une courte tête. On continue avec cet appel au secours, celui de la journaliste française grièvement blessée hier en Syrie. Son état nécessite une évacuation rapide, mais les bombardements incessants sur la ville de Homs compliquent les opérations. La France demande très clairement à la Syrie de gérer cette évacuation. Cette vidéo a été mise en ligne sur Internet aujourd'hui par les insurgés de Homs. On y voit Edith Bouvier, en compagnie de William Daniels, un photographe français. Blessé, la journaliste du Figaro demande
demandent de l'aide pour être évacués. Moi, j'ai la jambe cassée au niveau du fémur, dans le sens de la longueur entièrement, et dans le sens horizontal également. J'ai besoin au plus vite d'être opérée. Ici, les médecins nous ont très bien traités autant qu'ils le peuvent, seulement ils ne peuvent pas pratiquer d'opération chirurgicale. Donc j'ai besoin au plus vite de la mise en place d'un cessez-le-feu, d'une voiture médicalisée ou en tout cas en bon état qui nous conduise jusqu'au Liban. Le plus simple, en effet, serait une évacuation en direction du Liban, situé à moins de 30 km. Mais pour cela, il leur faudrait d'abord pouvoir quitter le quartier rebelle et assiégé de Baba Amro, où ils sont réfugiés quelque part dans une maison. Pour le gouvernement français, Damas est responsable de leur sécurité. Bonjour messieurs. J'ai demandé hier au gouvernement de Damas de permettre son évacuation dans des conditions moins précaires que celles de Homs. Pour l'instant, rien n'a été fait. Allahu Akbar! Le gouverneur de Homs aurait été mandaté pour tenter d'évacuer les deux journalistes. Mais pour l'heure, le quartier de Baba Amro est toujours la cible des tirs de mortier et de roquettes de l'armée syrienne. Une version du Cri, chef-d'œuvre du peintre norvégien Edvard Munch, sera mise aux enchères en mai à New York. Elle pourrait dépasser 80 millions de dollars selon la maison d'enchères Sotheby's. Entre 1893 et 1910, le peintre avait réalisé 4 versions de ce tableau symbole du désespoir universel qui montre un homme criant, les mains sur les oreilles, sur fond de ciel ensanglanté à Oslo.